vous laisse vous installer. On va démarrer donc avec ce deuxième atelier sur cette étude de cas chez Mazars. Et je laisse la parole à notre speaker pour vous présenter cette étude de cas. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Evgeny. Alors, désolé, j'ai pas mon nom sur le slide. Déjà, contrairement au speaker précédent, Orange, que tout le monde connaît, est-ce que vous connaissez Mazars? Qui ne connaît pas Mazars? Comme d'habitude, vous êtes beaucoup trop nombreux, mais c'est normal. Et pour expliquer ce que c'est Mazars, d'habitude, on dit vous connaissez certainement nos confrères. Vous connaissez les big, EY, Deloitte, Price. Eh bien, nous, on n'est pas l'un d'eux. Nous, on est challenger dans l'industrie qu'on appelle professional services ou services financiers aux entreprises. Donc, en gros, on fait de l'audit, c'est notre métier historique, et aujourd'hui, on est de plus en plus présent dans le conseil aux entreprises. On est challenger, mais on est déjà assez gros. On est d'ailleurs d'origine française. On a été fondé en 1946. Et aujourd'hui, on est 26 000 personnes dans le monde, dans les 90 pays. Une population très jeune. On est à 70% les Gen Y. Et la Gen Z, ou ça veut dire ceux qui sont nés après 95, d'après les dernières estimations, on en avait déjà 3 000 personnes chez Mazars. Donc une entreprise très jeune, très dynamique. Qui fait aujourd'hui face à des enjeux, des challenges de transformation, comme toutes les autres entreprises d'ailleurs. D'un côté, ce sont les challenges de transformation digitale, de nouvelles technologies qui changent en profondeur le métier qu'on fait aujourd'hui, avec la data notamment. Notamment, c'est le métier d'audit. Mais de l'autre côté, c'est la transformation des compétences et la transformation de savoir-faire. Ici, on parle souvent du risque de portfolio. Risque de portfolio, ça veut dire les gens qu'on emploie aujourd'hui, les nouveaux recrues, qui sortent souvent des formations universitaires ou grandes écoles. C'est des gens très diplômés. Ils ont souvent des compétences nécessaires pour des missions d'aujourd'hui. En revanche, on n'est pas sûr que demain, et demain c'est pas dans 5 ans, c'est littéralement demain, ils auront toujours les compétences nécessaires pour faire face à des enjeux de transformation de nos métiers, mais aussi, et ça c'est très important, des métiers de nos clients. Parce que nos clients sont présents dans toutes les industries et également dans les services. Donc, moi je fais partie de Mazars University. C'est notre corporate university présent dans tous les pays. Et donc, notre mission dès l'origine, dont on s'est saisi nous-mêmes, c'est développer la culture d'innovation. Et ça, avant même que Mazars crée un département innovation et technologie qui existe, pour vous dire, depuis 3 ans. Donc, avant cela, la culture de l'innovation était déjà un sujet qui était au cœur de notre stratégie de learning. Et eh bien, donc, nous avons identifié de manière empirique 2 piliers. Et aujourd'hui, il y a un 3e pilier qui apparaît clairement, et j'en parlerai à la fin de la présentation. Le premier, c'est apprentissage tout au long de la vie, ou apprentissage continu. C'est entrepreneuriat, pardon, et la curation. Donc, quand il s'agit d'apprentissage continu, on s'est vite rendu compte, lors de notre internationalisation, qui est très récente d'ailleurs, et qui s'est faite au moment où les clients que nous avons accompagnés en France ont commencé à aller dans d'autres pays, nous les avons suivis, et on s'est vite rendu compte que le niveau de service qu'on leur offre en France, il est nécessaire qu'on puisse offrir le même niveau de service et les mêmes compétences dans tous les autres pays. Ce qui est, vous comprenez, un challenge quand on grandit par des acquisitions, quand on crée de nouveaux bureaux, quand on emploie les nouvelles personnes, et où la marque Mazars, malheureusement, n'est pas assez connue. Et même en France, vous voyez, vous n'êtes pas tous au courant. Donc, notre challenge principal, c'était de garantir le même niveau de formation, ou à minima l'accès au contenu de très haute qualité à toute notre population à l'international.
Et cela est aussi une exigence par le fait que nos employés sont des gens très qualifiés, qui ont au moins un master. Et l'autre sujet, c'est que la population jeune, elle réclame également des outils de formation ou des outils d'apprentissage qui présentent en expérience apprenant qui soient très modernes, très intuitifs. On parle aujourd'hui de Netflix de formation. Eh bien, il faut que la formation puisse offrir le même niveau d'expérience que Netflix. Ayant fait ce constat, nous avons mené plusieurs pilotes, nous avons fait plusieurs essais avec les différentes entreprises. Et finalement, on s'est arrêté avec LinkedIn Learning, avec qui nous avons fait 2 pilotes. D'abord sur 4000 personnes, ensuite sur 8000 personnes. Et finalement, aujourd'hui, on est parti sur all-in, en fait, sur toute notre population au niveau monde. Et qui nous semble aujourd'hui d'offrir cette qualité de contenu et ce niveau d'expérience à quoi nos employés s'attendent. Et ça, on a démontré par des études quantitatives et qualitatives lors des programmes que nous avons lancés, programmes d'adoption que nous avons lancés à l'international. Un programme dont je vais vous parler, c'est un challenge de learning mondial qu'on a appelé Digital Mazariads et que nous avons développé justement sur des sujets de transformation. Nous avons discuté avec notre board pour identifier les tendances et les compétences que nous avons besoin de développer ou au moins auxquelles nous avons besoin de sensibiliser notre population. Et ensuite, nous avons travaillé avec l'équipe Innovation et Technologie pour créer ou curate, je n'ai pas encore en tête le mot français pour curate, mais c'est très important, un parcours de formation. La première édition, c'était Data Science et Project Management, et deuxième édition, c'était Blockchain, Change Management et Design Thinking. Un parcours mixte avec le contenu LinkedIn et le contenu que nous avons produit nous-mêmes, les podcasts notamment, avec nos experts, que nous avons mis à disposition de tous nos salariés à travers le monde. Nous l'avons fait en utilisant uniquement la plateforme LinkedIn. Ça, c'est aussi important de mentionner. Nous avons fait le choix de ne pas utiliser notre LMS. Et ça, c'est aussi peut-être dû à notre caractère décentralisé. Il nous fallait une plateforme qui va faire qu'on aura la possibilité de promouvoir facilement et d'avoir une adoption facile auprès des employés. Dans ce cas, il est clair qu'avec LinkedIn, on n'a pas besoin de faire des masses de communication. Nous avons donc lancé l'application LinkedIn et la plateforme qui était accessible facilement depuis, par exemple, votre espace LinkedIn en cliquant sur un petit bouton sans forcément passer par un intranet ou par un lien nouveau ou par une plateforme, une énième plateforme qu'il faut expliquer aux employés qu'il faut l'utiliser. Si vous comptez le nombre d'applications et de plateformes que vous utilisez aujourd'hui, c'est un vrai challenge de lancer une nouvelle plateforme en interne. Avec LinkedIn, ce sujet est moins pénible. Donc, par le biais de ce challenge, nous avons pu former près de 5000 personnes qui ont participé à la formation et qui ont pu développer ou au moins apprendre des choses sur les sujets qui ont été identifiés. Deuxième chose, c'est entrepreneuriat. Et ça, c'est lié au challenge dont je vous ai parlé. On a une conviction forte que chez Mazars, les gens viennent pour leur employabilité. Notre combat, ce n'est pas la rétention. On n'embauche pas aujourd'hui, on ne recrute pas les gens pour qu'ils restent toute leur vie. D'un côté, notre business plan, il n'est pas fait pour que les gens restent toute leur vie chez nous. Et de l'autre côté, la nouvelle génération, elle ne va pas rester toute la vie dans la même boîte. Ils ont envie de bouger et c'est normal. Donc quand on les invite chez nous, on dit chez nous, vous allez développer votre employabilité. Vous allez développer des compétences qui vont vous servir ensuite à devenir meilleure version de vous-même et de décrocher un super boulot après Mazars. Et par le fait même de devenir un ambassadeur de Mazars dans éventuellement notre futur client.
Donc, on leur offre la possibilité de tester les compétences et développer les nouvelles compétences chez Mazars qu'ils ne peuvent probablement pas faire chez les clients. Donc nous avons lancé une sorte de hackathon que nous avons appelé Global Mazars Shake, et où nous avons invité les apprenants que nous avons identifiés par le challenge Digital Mazariads en collaboration avec LinkedIn. C'était un moyen pour nous d'identifier d'une manière objective les gens qui ont appétence et qui ont intérêt pour les sujets de technologie, pour les sujets de transformation. Et on les a invités à Paris, une 50aine de personnes, où ils étaient accompagnés par les data scientists et UX designers, afin de produire des projets qu'ils ont pu ensuite porter avec l'aide de l'équipe innovation. Donc ce mix entre apprentissage en ligne et apprentissage expérientiel, c'est très important. Et d'autant plus important qu'aujourd'hui, c'est le troisième pilier qui ressort, et probablement même un petit peu trop tard, c'est la curation au sens de choix de ressources et de choix de formation qu'on met à disposition de nos employés. Et ce n'est pas le rôle de l'équipe formation de le faire, mais notre combat aujourd'hui, c'est de convertir tous nos managers, tous nos leaders en curateurs. Nous avons mené une enquête auprès de nos Gen Z pour savoir à quoi ils aspirent, quel type de leadership ils voudraient voir, quelles relations ils voudraient avoir avec leurs managers. Et il y a deux choses qui ressortent très clairement. Ils attendent à la bienveillance et à la proximité. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas un manager ou un leader qui est Wall Street Wolf ou qui est un requin de business. Ils veulent quelqu'un qui va prendre soin de leur développement, qui va prendre soin de leur carrière, de leur évolution. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus près du micro? C'est bon? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près du micro? J'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près du micro? Ah, pardon. Voilà, donc je disais que les jeunes générations aujourd'hui, ils veulent un nouveau type de leadership qui est leadership caring. Et de point de vue de Mazars University, la curation, c'est quelque chose qui va permettre à nos managers, à nos leaders, de se saisir du sujet et de se tourner plus vers leurs équipes et de passer plus de temps avec, alors que ce n'est pas du tout facile quand notre business, c'est d'aller vers le client, d'aller vers l'externe et passer la plupart du temps vers l'externe. En tout cas, une des choses que nous allons faire avec LinkedIn Learning, c'est de proposer à nos managers qui pour certains, se sont autosaisis du sujet, c'est de faire la curation du contenu qu'ils vont proposer à leurs équipes, qu'ils connaissent mieux que nous. Et d'ailleurs, le retour que j'ai eu de certains managers, c'est que les salariés sont contents d'avoir des formations qui sont proposées par les RH ou qui sont proposées par les externes. Mais ils sont encore plus contents quand la formation est faite par leur manager, ou quand leur manager leur donne des pistes d'évolution, des formations, d'événements, etc. Donc avec LinkedIn Learning, c'est une première étape. C'est une solution facile qui va permettre à nos managers de le faire sans que ce soit une tâche extrêmement difficile pour eux. Et à partir de là, nous allons développer de plus en plus de curateurs chez Mazars. Et donc notre but pour les prochaines années, c'est d'avoir 100% attitude curateur auprès de nos leaders, et nos associés et nos managers. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en gros, si vous avez des questions. Merci. C'est intéressant à la fois dans la démarche de donner accès à tous ces contenus et puis d'impliquer les managers. Je pense que dans la salle, si vous êtes déjà confronté à l'intention d'impliquer les managers dans la formation, vous devez savoir que c'est pas simple. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les managers aient envie de s'emparer de la formation et que ça devienne un levier de leur animation d'équipe, de leur management, de la fixation d'objectifs? Vous leur avez
donné des bons conseils ou vous les avez un peu plus incités quand même à devenir actifs en tant que curateurs et encadrant la formation de leurs collaborateurs? Alors la première étape, c'était évidemment de déployer LinkedIn Learning et de le faire déjà connaître l'outil pour eux-mêmes, de renforcer la culture de learning, de formation auprès des managers. Et ensuite, c'est la stratégie d'influence, qu'on appelle la stratégie d'influence, c'est de travailler avec les gens qui ont une fibre. Et ont une fibre pour le développement des gens. Et donc, nous avons commencé à travailler avec les gens qui, eux-mêmes, ils ont envie de s'investir. Et mon rôle, à moi, c'est d'être facilitateur auprès d'eux, pour leur donner des conseils, pour travailler ensemble sur une approche qu'ils vont prendre avec leurs équipes. Il y a souvent, les managers eux-mêmes, ils ont déjà une idée assez précise de ce qu'ils voudraient faire, et ils ont besoin juste d'un appui. Par le fait de travailler avec les gens qui sont déjà engagés et qui ont envie de faire, ça nous permet de convaincre les gens qui ont une position plutôt neutre ou qui n'ont pas pensé au sujet, avant de s'attaquer à ceux qui font la résistance ou ceux qui ne sont pas intéressés par le sujet. Et donc nous allons faire ça progressivement. Nous avons commencé à construire notre communauté de Learning Architects. C'est les gens, les associés, les managers qui vont porter cette vision de leadership qui est tournée vers le développement des équipes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur ce... Oui. Non, j'ai vu une main se lever ici. Non? Pardon. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une deuxième, je peux me permettre? Comment vous récompensez l'effort qui est fourni par chacun pour s'acculturer, pour s'intéresser à la formation ou est-ce que au moins vous le reconnaissez officiellement, l'effort fait? Est-ce que vous le récompensez? Alors, la question de récompense, c'est une question compliquée. Au début, on faisait un effort de récompenser par les prix, par la participation à des hackathons, donc mettant en place des formations sélectives qui vont encourager les gens à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, une des récompenses, c'est le message qu'on fait passer, c'est que la formation, c'est le devoir de chacun. Il en va de leur employabilité quand il s'agit de la formation. Avec LinkedIn Learning, par exemple, c'est quelque chose qui leur permet d'avoir des certificats qu'ils vont partager directement sur leur profil LinkedIn et par le même fait renforcer leur image de quelqu'un de curieux, de quelqu'un qui apprend. Donc, on essaie de prendre cette question avec plus de recul et de ne pas s'enfermer dans la question de la récompense, mais de promouvoir quelque chose qui est constant. On n'apprend pas uniquement au bureau, on apprend quand on est dans le métro, quand on est dans l'avion, quand on est chez nous. Notre vision, c'est de devenir quelque chose de permanent. Okay. Selon vous, visiblement donc ça marche, il y a des premiers succès. Est-ce que c'est dû à la solution qui est séduisante, qui est intéressante, enfin, j'imagine, ou est-ce que c'est plutôt à l'état d'esprit des gens que vous recrutez? Vous parliez de le fait que ça soit plutôt des jeunes générations. Est-ce que c'est plus ça que cette génération attend et donc elle est séduite par ce que vous proposez, ou est-ce que c'est une combinaison des deux, ce que vous proposez est séduisant et en plus ils sont sensibles? Alors c'est une combinaison des deux, plus troisième élément qui est, c'est ce que la curation en fait, c'est que dans leurs équipes, ils doivent avoir ce sentiment de sécurité et ce sentiment de pouvoir apprendre sans se faire rappeler à l'ordre, puisqu'on passe du temps sur l'apprentissage plutôt que sur une mission client, ce qui est déjà arrivé. D'accord. Okay. Alors, est-ce que ça vous a évoqué quelques questions supplémentaires? Oui. Pardon. Oui, bonjour. Là, vous avez abordé 3 points qui sont très importants. Mais en fait, je n'ai pas très bien saisi ce que vous entendez par curatorship. Parce que moi, je sais ce qu'est la curation, j'en fais pour de la veille.
mais dans votre présentation, je n'ai pas très bien saisi. Très bien. Alors la curation a deux éléments. Un élément, c'est au sens de l'expérience apprenant, c'est-à-dire quand on choisit les ressources d'apprentissage et on les dispose d'une manière à faire augmenter la valeur de l'apprentissage. Dans ce cas-là, je parle de curation au sens de la communauté, au sens de curateur. C'est-à-dire curatorship, c'est les gens qui vont appartenir à la communauté de curateurs et eux-mêmes vont saisir du sujet, sans pour autant être les experts de curation ou appartenir au service de formation. Ce sont les managers, ce sont les leaders en fait, qui vont eux-mêmes prendre le temps à réfléchir. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre à disposition de leurs équipes pour les former, d'avoir discussion avec leurs équipes, de requérir leurs besoins et ensuite leur proposer des choses à partir de ce qu'ils ont constaté. Et ça, c'est l'état, c'est ce qu'on appelle le curatorship chez Mazars. Est-ce que ça répond à votre question ? Alors, est-ce que c'est utilisé uniquement chez nous ? Voilà, ou bien si c'est utilisé dans la communauté de la formation digitale. Alors, si ce n'est pas encore le cas, on croit d'être pionnier dans ce cas-là. Parce que, après, peut-être, le fait dont je parle, ça s'appelle autrement dans d'autres entreprises. Je ne pense pas que c'est nouveau. Mais notre approche, on l'explique comme tel. Mais notre conviction, c'est que c'est quelque chose qui va se développer éminemment dans d'autres entreprises avec la multiplication des formations, multiplication des formats des informations. Il faudra faire une formation en TOX et proposer des choses plus spécifiées, personnalisées dans les équipes, entre les membres de l'équipe. Merci. Alors, on a deux chances aujourd'hui. Il nous reste un peu de temps et on a 2 représentants de LinkedIn Learning. Je vous laisse la parole si vous avez un petit complément à nous offrir. Bien sûr. Merci. Merci de nous accueillir. Merci à tous d'être ici. Et merci Evgeny pour ce témoignage. Donc, effectivement, on travaille bien avec Mazars. Tout le monde connaît LinkedIn, mais peu de gens connaissent LinkedIn Learning. Moi, mon nom, c'est Philippe Gerbelot-Barillon. Je suis responsable de LinkedIn Learning pour la France. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on entend beaucoup ici parler de Netflix, de formation à la demande, mais la grosse différence de LinkedIn en termes d'engagement, c'est les données. On a aussi beaucoup de données. Chaque personne aujourd'hui qui est membre a des données sur LinkedIn. On a 19 millions de membres aujourd'hui en France, donc c'est très important. On a 40 000 membres en plus chaque semaine. Et pour chacun de ces membres, voilà, on sait la profession, l'entreprise, le secteur d'activité. On est capable de dire par rapport à nos 15 000 cours aujourd'hui, quels sont les cours qui vont être le plus pertinents pour développer sa carrière. Quand on parle de curation, il y a une curation qui va être faite par les managers, il y a une curation que nous allons faire pour aider nos clients, et une curation automatique qui va se faire où, à la vraie manière d'un Netflix, puisqu'on a ces données, chaque utilisateur va voir les cours qui sont le plus pertinents par rapport à sa formation, par rapport à sa carrière et par rapport à son développement. Et puis, il va voir aussi, par exemple, dans son entreprise, quels sont les cours les plus suivis. Quand on parle aussi d'entreprise, on a la capacité de vous aider, de voir aujourd'hui quelles sont les compétences que vous avez dans l'entreprise, quelles sont les compétences de vos concurrents, quelles sont les compétences de votre secteur d'activité, quelles sont les compétences en forte augmentation. On parle beaucoup de transformation digitale ici, donc tout ce qui est blockchain, agilité, data science. Et comment vous aider à développer ces compétences pour que votre entreprise reste compétitive via la formation. Parce qu'on a aussi ces données, on a cette vision pour vous. Et on est capable d'utiliser aussi ces données pour créer ces cours. C'est de cette façon-là qu'on va se dire, voilà, aujourd'hui, voici les demandes de cours qui est faite, voici les cours qui vont être intéressants pour nos clients, voici les cours sur lesquels on va investir. Donc quand on parle d'engagement, il y a aussi cette volonté de donner des cours qui correspondent aux besoins de vos utilisateurs. Après, on fonctionne aussi sur du micro-learning, des chapitres qui permettent à chaque utilisateur de travailler, peu importe où il est, peu importe la source qu'il a. Donc ça correspond beaucoup aussi, une fois encore, aux nouvelles générations. Et d'être en interaction aussi via son profil sur les compétences qu'il va acquérir. Donc voilà, donc je suis intervenu rapidement pour redonner un petit peu plus d'informations sur la différence de LinkedIn Learning, parce que non seulement on a 15 000 cours de qualité, chaque cours fait de 20 à 30 chapitres environ, 20 à 30 vidéos qui sont micro-learning, donc qui permettent vraiment de se focuser sur ce dont on a besoin, pour apprendre au moment où on a besoin. Mais en plus, on a cette qualité de données qui permet de vraiment répondre et d'être pertinent par rapport aux besoins des apprenants.
Voilà. Merci. Quand on entend parler de 15 000 cours, on comprend mieux le besoin de curation. Voilà. Une dernière question. Oui. Non. Bonjour. Donc Sandra, je travaille pour le groupe AXA et on est en train de lancer LinkedIn Learning. Donc il y a plein de choses très intéressantes au-delà de la plateforme, de la personnalisation, du catalogue qui est immense. Mais dans LinkedIn Learning, ce qui est vraiment intéressant, c'est LinkedIn aussi. Et ce que j'aimerais savoir, c'est chez Mazars, qu'est-ce que LinkedIn Learning vous a permis d'apprendre sur vos learners, en fait, puisque on a la capacité donc, de récupérer des informations sur les profils des utilisateurs qui acceptent de lier leur profil LinkedIn personnel, du coup, à leur compte professionnel de formation, et ça nous permet d'avoir plein d'informations, en fait, sur leurs usages, sur leurs besoins de skills, puisqu'on met ça aussi sur nos profils LinkedIn, en fait. On met aussi quelles sont les compétences qu'on détient. Malheureusement, on ne met pas celles qu'on voudrait apprendre. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre sur vos employés chez Mazars, ce partenariat? Alors, une chose peut-être qui est importante de mentionner, c'est que, et ça pour nous c'est important, c'est que LinkedIn il fait quand même très attention à la protection des données. Donc il ne faut pas se faire une idée qu'on peut avoir toute la donnée de tout ce qui se passe sur LinkedIn automatiquement dans LinkedIn Learning. Nous, alors, et ça on est très content hein, qu'on a des réponses à tous nos employés, y compris et surtout les employés qui viennent d'Allemagne et qui sont très vigilants à ça. Et donc, par contre, les informations qu'on apprend, c'est les informations, quelles sont les préférences des gens, sur quoi ils apprennent, mais aussi les compétences qui sont en train d'augmenter chez Mazars et les compétences qui sont en train de baisser. Et comme Philippe l'a dit justement, on le voit aussi par rapport à notre compétition. Donc c'est une vision macro, mais qui est quand même importante pour voir les tendances. Surtout, c'est une tendance qui est intéressante quand on le compare de l'année en année. Ça, c'est sur le macro. Et de manière plutôt quotidienne, c'est qu'on voit quels sont les cours qui sont dans le top 5, dans le top 10, dans quel pays, quelles sont les compétences qui intéressent le plus. Et ça nous permet aussi de proposer des choses en fonction de cette information. Mais ça, c'est une question qui peut être assez touchy sur et là, je vous invite de discuter avec LinkedIn. Ils sauront en parler mieux que moi. Mais c'est important et c'est des questions qu'on nous pose aussi. Quelle est l'information qu'on puise dans les profils LinkedIn? Merci beaucoup. Merci pour cette intervention, pour ce cas chez Mazars et d'utilisation de LinkedIn Learning. Merci à vous pour vos questions. Et on va laisser la place à l'intervenant suivant. Merci. Merci à vous.